À date, le Cameroun compte près d'une trentaine de candidats à la candidature pour la présidentielle d'octobre 2025. Parmi eux, certains sont très connus de la scène politique et notre invité est l'un d'entre eux, Célestin Djamène, le président fondateur de l'Alliance patriotique républicaine. Est-il véritablement le combattant de la liberté dont il se réclame ou alors est-il véritablement sérieux comme candidat à la présidentielle de 2025? Il rêve gouverner le Cameroun sur 23 chantiers. Bienvenue à Sans Tabou sur Naya TV. Célestin Djamène, bonjour. Bonjour mon cher Brand, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes d'ailleurs de Naya TV. C'est un plaisir pour moi de prendre part pour la première fois à cette émission, j'en suis très ravi. Merci en tout cas pour l'invitation. Et c'est nous qui vous remercions parce que vous êtes parti de Douala, vous vous êtes rendu à la capitale Yaoundé expressément pour répondre à notre invitation. Absolument. Nous vous en sommes très reconnaissants. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2025, vous avez 58 ans. À date, vous avez fait 3 partis politiques, dont le Social Democratic Front, où vous avez occupé de hautes fonctions, secrétaire national à divers niveaux, y compris aux droits de l'homme. Ensuite, vous êtes allé au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Vous avez été secrétaire national aux droits de l'homme, puis directeur de campagne numéro 2 de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2018. Et après avoir été foudroyé, vous avez passé quelques temps en garde à vue dans le cadre des marches pacifiques en 2019. Vous avez donc fait quelques tours au CED et puis vous avez été relaxé. Et n'étant plus d'accord avec la marche du MRC qui n'a notamment pas pris part aux élections législatives et municipales de 2020, vous vous êtes retiré du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et vous avez créé l'Alliance patriotique et républicaine en 2021. C'est bien ça. Le 6 avril 2021. 6 avril 2021. Tout à Pourquoi fait. avoir attendu le 6 avril? Non, je n'ai pas attendu. C'est-à-dire que j'ai introduit ma demande au mois d'octobre 2019, d'ailleurs. 2020, pardon, autant pour moi. Et ce n'est que, on va dire, 6 mois après, 6-7 mois après, que j'ai eu la réponse positive, que mon parti a été donc légalisé, avec d'autres partis d'ailleurs. APAR n'était pas le seul parti, ce jour-là, à avoir été légalisé. En moyenne, il faut attendre peut-être 2 ou 3 ans, voire plus, pour être légalisé. En tout cas, moi, j'ai rempli les conditions. Les documents qui m'ont été demandés à fournir, je les ai tous fournis. Et donc, naturellement, voilà, j'ai eu la chance. Vous êtes un privilégié? Non, c'est la loi. Je pense que je ne connais pas tous les dossiers des partis qui ont été refusés ou rejetés. Mais en tout cas, je sais que je me suis conformé aux règles qui sont établies par la Constitution, parce que c'est décliné dans la Constitution et dans la loi de 2000, dont j'ai scrupuleusement respecté les documents qui m'ont été respectés, la profession de foi, le procès-verbal de constitution, l'engagement pour travailler sur les valeurs de la République et les statuts sociaux de l'association politique que je préside, etc., etc. Et puis, il n'y a pas de raison que, voilà, qu'on ne trouve pas normal, hein, que je sois privilégié. Je veux dire, c'est un privilège légal. Pour quelqu'un qui sortait fraîchement du MRC, un parti qui donne quand même des sueurs froides au système, obtenir sa demande, obtenir l'autorisation 6 mois après, c'est quand même un peu curieux. Non, on était 11 partis à avoir été légalisés ce jour-là. Donc, APAR n'est pas le seul parti. Mais il faudrait aussi peut-être inviter d'autres présidents de partis légalisés ce même jour-là pour leur demander s'ils avaient rempli les conditions pour être légalisés. Je crois que moi, j'ai fait ce que la loi m'a demandé. Et puis, voilà, le parti a été légalisé dans les normes, dans les règles de l'art. Donc, alors, j'apporte quand même une précision sur mon incarcération au CED. Oui. Après les 21 jours passés au CED, on nous a transférés donc à Kondengui, où on a passé pratiquement 11 mois, presque 11 mois. Donc ça a été vraiment particulièrement douloureux au CED, parce qu'on a été accueillis fraîchement par des personnes qui étaient là, semble-t-il, pour torturer. On a été presque mis à nu, avec nos petites culottes, hein. On nous a déshabillés, les pantalons, les chemises, et puis des insultes à caractère parfois
tribal. Bon, bref, c'était un peu le classique hein, d'un système qui n'entend pas écouter des sons de cloche différents. Donc, après cette péripétie du CED, on a été transféré en Koningui. Le procureur nous a reçus nuitamment, 1h, 2h du matin, nous a auditionnés. On lui a fait semblant, parce qu'en vérité, il avait déjà dans un coin de sa tête notre mandat de dépôt. Hein. Donc après, à chaque audition, que ce soit président Maurice Kamto, Penda Ikoka, etc., moi-même, il nous a donné la parole de manière assez formelle, mais tout d'un coup, il nous a notifié notre mandat de dépôt à Koningui principal. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Je voulais juste apporter ce petit rectificatif sur la période entre le CED et la prison de Koningui, le mandat de dépôt. Merci pour cette précision. Il y a quand même un fait marquant dans votre histoire politique, c'est que le 26 janvier 2019, étant à Douala où vous manifestiez contre le hold-up électoral, la fin de la crise dans les régions du Nord et du Sud, vous avez reçu une balle dans la jambe. Oui, la balle est toujours là, les traces sont toujours là. Je ne vais pas me déshabiller devant vous puisque nous sommes en télévision. Et effectivement, nous avons, selon le mot d'ordre qui ont été lancés d'ailleurs sur les réseaux sociaux, donc j'ai conduit d'abord une séance de travail le 25, qui est à Douala 5e. On a beaucoup travaillé cette nuit-là et on s'est donné rendez-vous à 6h55. Donc je suis rentré chez moi et il y a un petit détail, c'est que mes camarades avaient oublié la banderole. Je leur ai dit, mais on ne peut pas revendiquer sans banderole. Ne serait-ce que pour la compréhension du public qui vont nous regarder, il est important qu'on établisse une banderole. Tout le monde l'avait oublié. Donc c'est pour ça que si vous jetez un regard assez curieux sur la banderole du jour, il y a quelques fautes de français. Donc ça a été fait un peu à la va-vite, mais l'essentiel était là. Donc je suis rentré chez moi, et donc le lendemain, le 26 janvier, je suis remonté donc pour le lieu de rendez-vous. Et quand je tombe sur, pour ceux qui habitent Douala, la zone, le carrefour Ronde-Poulenc, je vois un cortège fou de policiers, des gens anti-émeutes et tout et tout. Je me dis, tiens, c'est pas possible ça. Donc je rentre chez moi, je me déguise pour contourner un peu le boulevard. Les barrières. Et puis je suis arrivé au lieu du rendez-vous et à ce moment-là, je suis une fois de plus surpris de ne pas trouver tous les combattants qui étaient là la veille. Je ne comprenais pas. Donc c'est moi qui ai pris personnellement mon téléphone pour les appeler un par un, mais je n'ai pas pu rassembler grand monde. C'est aussi l'un des points de faiblesse de notre manifestation, parce qu'en vérité, s'il y avait la foule qui était là à la veille, je pense que les policiers n'auraient pas tiré aussi facilement sur nous. Et en tout cas, on a tenu à réaliser ce dont on s'était promis la veille. Donc on a démarré au carrefour Fingoudon-Basson, entre l'intersection qui va de Lobessou et Lopom. On a commencé à entonner l'hymne national. J'ai demandé à mes amis d'entonner l'hymne national. On a commencé et on a été rejoint progressivement par les Benskiners et d'autres passants d'ailleurs qui étaient solidaires de notre marche. Et puis curieusement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Les policiers qui étaient positionnés à l'entrée de l'hôtel Makepe Palace, au carrefour Ronde-Poulenc, ont été avisés qu'il y avait un mouvement de troupes, de manifestants qui descendaient dans le Fingoudron. Et on a envoyé un commissaire tout seul, il est venu vérifier si c'était vrai ou pas. Il est arrivé, on avait déjà commencé à marcher, et il nous a intimé l'ordre d'arrêter. J'ai dit non, on n'arrête pas, on a déclaré notre manifestation, on n'a pas de couteau, on n'a pas d'armes blanches, on n'a rien, donc c'est la loi qui nous autorise de marcher puisqu'on a déclaré. Et je lui ai fait comprendre que nous étions sous le régime de la déclaration. Donc c'était parfaitement légitime que nous marchions à cette heure. Il a dit non, pas question, vous ne marchez pas, ça suffit. Il a dit non, on continue de marcher. Alors je me souviens très bien que ce commissaire avait dressé sa voiture en travers de la route. J'ai dit mais on contourne la voiture. Les gars ont contourné la voiture, on a commencé. C'est alors qu'il s'est retiré, on a cru qu'il partait, mais en vérité il appelait du renfort. Et au bout de 10 minutes, semble-t-il, maximum, on a vu un cohorte de policiers armés jusqu'aux dents, avec les armes, tout et tout. Et voilà, ils sont venus, ils ont voulu nous intimider, on dit non, on ne quitte pas, parce que c'est notre droit de marcher.
Alors, ils ont battu en retraite. C'était un retrait tactique. Ils ont commencé à dégoupiller les grenades. Et puis, l'ambiance devenait quand même irrespirable. Malgré ça, on ne voulait pas déguerpir. C'est alors qu'ils ont commencé réellement à tirer, quoi. Des coups de feu d'abord, des coups de semonce en l'air. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à tirer sur les côtés. Alors, tout le monde a pris peur. Là, c'était votre vie qui est en jeu. Donc, chacun a pris sa route. Et puis, ils ont poursuivi jusque dans les quartiers. Moi, je maîtrisais un peu le quartier. Donc, je me suis enfui comme ça. Ils m'ont pris en filature. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis déshabillé, je me suis changé. Et je me suis retrouvé au rond-point Petit Pays. Pour ceux qui connaissent un peu Makepe, c'est un gros rond-point. Et là, j'étais avec mes amis, d'autres personnes, les vendeuses de cigarettes, de victuailles. Donc on discutait, parce que nous, dans notre tête, c'était terminé. La manif était dispersée, donc c'était terminé. Or, nous voyons débarquer un fourgon de policiers chargé, 20 policiers, dont 2 femmes et 18 hommes. Alors, dans ma tête, je me suis dit que bon, ils font des patrouilles, puisque la manif vient juste d'être dispersée. Alors ils sont venus, la fourgonnette a vidé ses occupants, les policiers ont débarqué, alors la fourgonnette est repartie vide, et tout d'un coup je vois revenir la même fourgonnette chargée encore de policiers. Ça fait environ une quarantaine de personnes, de policiers. Alors du coup, je ne sais pas s'ils m'ont ciblé, ils ont foncé vers moi, comme là vous êtes assis, les jambes légèrement écartées, ils ont lancé une grenade vers moi. Alors, comme nous étions assis sur les bancs publics, vous savez, en béton, là, devant Petit Pays, alors, par instinct de survie, j'ai enjambé donc, le banc public. Je suis rentré dans le sentier qui donnait sur la maison, sur l'immeuble de Petit Pays. Or, là-bas, il y avait une voie sans issue. Alors, je pense qu'ils le savaient déjà. Et quand je reviens donc sur mes pas, ils m'ont déjà encerclé. C'est donc là qu'ils m'ont encerclé. Ils ont commencé à m'insulter, me demander. Et mes camarades du MRC ont fui. Hein. Ils ont tous fui. Ils n'ont pas fait bloc autour de moi. Ils sont tous partis. Donc je me suis retrouvé seul. C'était le sauf qui peut. Sauf qu'ils ils sont partis. Il n'y avait plus de solidarité partisane. Hein. C'était terminé là. Vous voyez. Et donc je me suis retrouvé seul sur la terre, sur le gazon, avec les policiers. Et ils ont commencé à m'interroger. Pourquoi, monsieur N'Djamène, vous nous donnez du travail, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, mais monsieur le commissaire, la manifestation a été dispersée à 8h10. D'où vient-il que maintenant, vous venez, je suis assis, je discute avec mes amis, n'ai-je pas le droit de converser avec mes amis? Qu'est-ce qui se passe? J'étais assis, vous m'avez lancé une grenade, donc je me suis échappé. Donc je ne manifestais plus. Ils me disent, mais non, arrêtez-moi ça, agenouille-toi, couche-toi. J'ai dit, mais de quel droit, monsieur le commissaire, avec tout le respect que je vous dois, vous me tutoyez? On ne se connaît pas. Il me dit, agenouille-toi. J'ai dit, non, je ne m'agenouille pas. Je n'ai commis aucun crime, j'étais assis, vous avez fait un assaut contre moi, alors même que la manifestation était terminée. Donc je ne manifestais plus. Et quand bien même je manifesterais, je l'ai fait dans les règles de la loi. C'est-à-dire que j'ai le droit de manifester, la Constitution me le permet. C'est alors que quand il me parlait, il envoie un de ses lieutenants dans mon dos, qui m'a, comme on dit chez nous, raclé. Je suis tombé, ils ont aussitôt mis les Rangers sur ma nuque. Donc j'ai respiré à peine, les 2 bras dans le dos. Et comme j'avais les yeux par terre, j'ai entendu, je ne voyais pas, un policier dire mettez-lui une balle dans la tête. Donc, pour vous dire qu'à cet instant précis, mon sang a fait un tour. Donc je faisais une prière personnelle, intérieure, pour demander au Seigneur de le faire très rapidement. Si c'est mon jour qui est arrivé, que cela se passe sans douleur. Et puis il y a eu, pendant je crois au moins 50 secondes, donc pour moi c'était une éternité, j'entends des décharges dans ma cuisse, bam, 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 bam. Et voilà, après ils ont enlevé leur randière sur ma tête, sur ma nuque, et ils sont restés pendant encore 10 minutes. Donc je saignais, mon sang giclait, ils me regardaient comme une bête, comme un gibier qui a été abattu. Ils étaient très contents apparemment, parce que je voyais le sourire sur leurs lèvres et tout et tout. Et après, ils se sont retirés progressivement. Et bon, je suis resté. Alors au départ, je ne sens pas de douleur parce que le vent ne passait pas. Mais alors au bout de quelques secondes, il y a un vent qui commence à venir, j'ai une douleur absolument atroce.
Alors, comme ils sont partis, les manifestants, mes camarades sont partis également, les passants ont été molestés, ont été admonestés plutôt. On leur a demandé de partir très loin d'ici. Donc du coup, je suis resté tout seul après leur forfait. Le acte absolument odieux, je suis resté tout seul. Et puis, j'essayais de faire l'effort de me lever. Alors, je me suis rendu compte que j'avais un pied, je ne pouvais plus marcher. Et du coup, je me suis mis à ramper. Je me suis mis à ramper sur l'herbe. Les images ont fait le tour de la toile, autour du monde. Aller vers l'immeuble qui avait été fermé. Et tout d'un coup, je vois un monsieur un peu costaud, torse nu, qui vient de loin là-bas, sur l'autre toit. Il m'a dit, il court vers moi. Et puis, il dit, ah, monsieur Ndiamène, monsieur Ndiamène. Et puis, en moins de 4 minutes, il y a une foule qui est sortie, comme si elle était dissimulée dans les buissons et tout et tout. Alors, c'est là que je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai perdu connaissance. Alors, je me suis retrouvé à l'hôpital général. Et là, bon, ben, ils m'ont fait des sutures, ils m'ont fait des... Alors, sans anesthésie, c'est-à-dire qu'il y a la chair qui pendait. Ils ont pris des ciseaux assez vulgaires. Ils m'ont découpé la chair. J'ai hurlé comme un bébé. Et voilà, ça s'est passé comme ça jusqu'au scanner. Et puis, j'ai été hospitalisé, interné. J'ai eu la visite du directeur de l'hôpital. Je ne me rappelle plus son nom. Et il est venu, il m'a salué, on a un peu discuté. Et voilà, quelques temps après, il y a des commissaires qui reviennent dans ma chambre pour me poser des questions. Alors, je leur ai raconté ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin. Et ils m'ont changé de chambre. Je n'ai pas compris pourquoi. Un blessé, ils m'ont changé de chambre. Ils m'ont mis sur une chambre qui donnait sur la sortie. Quasiment à l'entrée, les passants, les gens passent, quoi. Je n'ai pas compris. Bon, j'ai des brefs. Pose pas trop de questions. Et plus tard, vous avez compris quel était l'objectif? Je n'ai pas compris au départ. Je me suis dit que bon, peut-être que c'était pour des raisons techniques de l'hôpital. Peut-être qu'il y avait un patient qui devait venir dans ma chambre. Je devais libérer cette chambre, je ne sais pas. Bon, mais je ne voyais pas l'objectif final. C'est après que j'ai compris. En vérité, il y avait 2 sorties. La sortie principale du côté de Malanguet, côté de la grande terrasse, était noire de monde. Noire de monde. D'après ce que ma femme me rapportait, et d'autres personnes aussi, et qu'ils avaient prévu me kidnapper vers la sortie dérobée, dans les grilles de côté de gauche, qui donnaient sur les buissons et qui m'emmenaient vers d'autres quartiers. Et tout. Je l'ai compris après. Parce que si ils tentaient de me sortir par la voie principale, on devait les encercler, il y avait un monde fou. Donc, ils m'ont enlevé le 2e jour, le 27 janvier, je crois à 21h, tard le soir. Et à un moment donné, j'ai pensé qu'ils allaient me faire du mal, hein, parce que l'entrée, la sortie qu'on a prise était extrêmement noire. Il n'y avait que les phares qui illuminaient un peu. Où est-ce qu'ils vous ont amené? Ils m'ont emmené finalement. Alors j'ai compris l'endroit où on allait. Quand j'ai aperçu, on arrivait à Bonanjo, Camerco. J'ai vu Camerco, j'ai pensé à la PJ de Bonanjo. Non, c'était pas loin. Donc j'ai imaginé qu'on m'emmenait vers là. C'est là que effectivement j'ai compris qu'ils m'emmenaient vers la PJ de Bonanjo. Et ils m'ont auditionné quelques minutes. Et ensuite, on a appelé l'auditeur, c'est la personne qui m'interrogeait. Elle est sortie. Et tout d'un coup, à travers les NACO, là, il y avait des petits NACO dans le commissariat, et je vois de loin Pende Koka et M. Zonga et Kanto. Je dis, mais moi, j'étais coupé du monde, je ne savais même pas qu'ils étaient à Douala. Moi, je découvre qu'ils sont à Douala. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi? Après, j'ai appris qu'ils étaient partis de Yaoundé pour Douala, pour me rendre visite et tout et tout. Et tout d'un coup, on me renvoie dans ma cellule, au commissariat, pour l'audition. Donc là, je suis tout seul, j'attends. Et vers 1h30, 2h du matin, on me fait sortir. Cette fois-là, je vois 4 fourgonnettes et un grand bus de voyage, Noblesse Dundé, tout blanc. Je me dis, mais Noblesse Dundé, c'est me faire quoi ici? Moi, je rentre chez moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi un grand bus? En fait, on préparait votre départ pour Yaoundé. Oui, mais je ne peux pas comprendre, je ne comprenais pas à ce moment-là. Je voyais les 4 fourgonnettes. J'étais loin d'imaginer que c'était pour Pende Koka, Albert Zonga, Maurice Kamto et moi-même. Il y avait les 4, on va dire, entre guillemets, leaders, et le grand bus, certainement, pour les autres. Mais ce n'est pas ce que j'avais compris. Je m'interrogeais encore. À l'époque, c'était le délégué régional Raymond Essogo qui dirigeait l'opération.
Et puis on m'a donc sorti, j'ai découvert le président Kamtou et Pendekouka et tout le reste. Et donc on est rentré dans la fourgonnette, tous les quatre, dont on est bâché par un policier qui est à l'extrême droite. Vous êtes au milieu, vous avez le chauffeur. Puisque là, je ne sais pas où on va. Est-ce qu'on nous amène chez nous? Je ne comprenais pas ce qu'on faisait là. Et puis à 2 h du matin, il y avait un policier, le chauffeur, qui avait un talkie-walkie. J'entends Eli Kessono. Eli Kessono. Bon, je me rappelle quand même que c'est un quartier de Yaoundé. Et je me rappelle qu'il y a aussi un commissariat là-bas. Je dis, tiens, on nous amène à Yaoundé, on a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà comment donc à 2 h 30, le cortège s'ébranle vers Saint-Michel et Déa. C'est là où le professeur Kamtou dit qu'il a pissé dans sa culotte, parce qu'en vérité, on n'avait pas le droit de bouger, de faire quoi que ce soit. Célestin Djamène, on connaît très bien la suite. Vous êtes donc déporté sur Yaoundé, auditionné, entendu à plusieurs reprises, gardé pendant 21 jours, et puis vous partez en prison avec Maurice Kamto, et vous êtes donc libéré le 5 octobre 2019. Après avoir subi autant de torture, physiquement, psychologiquement, pourquoi avez-vous quitté le MRC malgré la non-participation aux législatives et municipales de 2020? Non, les combats politiques et les humiliations qui vont avec les répressions, c'est une chose. C'est-à-dire que dans le cadre de votre militantisme, dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas un régime absolument démocratique, vous êtes amené ou appelé, en tout cas vous devez vous y attendre, à subir des répressions. Donc ça, je l'ai conçu dans ma tête depuis le début, quand j'ai commencé à intégrer la politique. Donc là, j'étais plus ou moins préparé pour ça. Bon, maintenant, la rupture idéologique ou politique avec votre leader ou vos camarades, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'ai expliqué le 13 décembre 2020 les raisons pour lesquelles j'ai quitté ce parti, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la douleur qu'on a partagée ensemble. Évidemment, on a été compagnons de prison, on était tous des prisonniers. Ça devait politiques. Davantage vous rendre solidaire et plus fort pour vos combats. Solidaire, oui. Vous savez, quand vous, en tout cas, je parle pour moi, quand je m'engage, l'engagement est un acte fort et vous engagez sur des idées. Le MRC mettait dans sa vision du Cameroun, on va dire, l'homme au cœur de la société, en quelque sorte un libéralisme social. Ça veut dire que, certes, on est pour une société de marché, dans le sens que la liberté de faire du commerce, la loi du marché, le libéralisme en quelque sorte humain. Et en même temps, on doit privilégier la place de l'homme dans la société. Parce que, comme disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire dire que si on méprise l'homme qui produit et qui consomme, ça veut dire qu'on ne fait pas de politique. Donc ça m'a attiré. Et pour la même raison, politique et idéologique, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans la bonne maison. L'homme n'était pas au centre de la société? Non, c'est-à-dire que la ligne politique... parce qu'en vérité, quand vous faites de la politique, un parti a pour raison d'être la conquête du pouvoir. C'est pas une ONG, un parti politique, c'est pas, on ne fait pas de la charité. On va quand même conquérir des voix, des conseils municipaux, des députés, des sénateurs. C'est ça l'objet de la politique. On sait que dans le cas du Cameroun, participer aux élections, ce n'est pas cautionner le mauvais code, que vous savez. Mais c'est pour justement, avec le peu qu'on peut avoir, essayer d'influencer les parlements, qu'ils soient nationaux ou locaux, pour essayer de faire avancer les choses. Mais si vous décidez de boycotter, de rester au quartier, vous serez inaudible. La preuve, eux-mêmes reviennent aux élections, alors que rien n'a changé. Parce que soit vous dites que tant qu'il n'y a pas de code réformé, vous n'y irez pas, jamais, soit vous considérez que vous avez fait une erreur, et vous revenez, vous avez compris que c'était une erreur d'avoir boycotté, l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas les deux en même temps. J'ai donc considéré que c'est une erreur historique. On ne fait pas ça. La preuve, le RDPC et le régime n'a pas bougé d'un pouce sur vos revendications. Alors pourquoi revenir aux élections? À votre avis, pourquoi le MRC décide de revenir aux élections? Il faut leur poser la question. Je pense que leurs militants ont dû dire au président que c'est intenable. On ne peut pas, avec le système qu'on connaît, espérer un changement
pour nos beaux yeux. On ne peut pas espérer simplement qu'en claquant des doigts, hein, on va espérer le changement. Donc, à votre avis, le parti a pris conscience Je de pense ses que, erreurs? même s'ils ne l'ont pas dit, ils ont manqué le courage d'affirmer qu'il a fait une erreur, le président, je pense, à mon avis. Mais je pense qu'en interne, il a dû subir la pression de ses propres militants. Parce que ce n'est pas possible. Vous connaissez bien le régime camerounais, comment ça fonctionne. Vous savez très bien comment a fonctionné le boycott de 92, de la part du SDF, et de 97. C'était un flop total. Donc il y a quand même une jurisprudence sociopolitique. Alors il faut quand même vous inspirer des faits de ce qui s'est passé. Alors pourquoi vous entêtez à refaire les mêmes erreurs? Je pense que ces militants lui ont rappelé à l'ordre. Il a dû donc comprendre qu'il faisait fausse route. Il est donc revenu à ce que je disais. C'est une erreur monumentale. Vous êtes sur ce plateau aussi pour édifier l'opinion publique. Beaucoup estiment que loin d'une erreur, il s'agissait d'un deal avec le système en place. En ce moment, vous étiez très proche de Maurice Kamto, puisque vous étiez secrétaire national aux droits de l'homme du MRC. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais aujourd'hui, y a-t-il eu deal ou pas entre le MRC et le pouvoir en place pour ne pas participer à ces élections? Moi, je n'ai pas... beaucoup le disent. Ça, c'est vrai, j'ai eu des personnes qui ont... Vous étiez dans l'appareil, donc si ça a été le cas... J'étais dans l'appareil, mais vous savez, j'étais dans l'appareil, mais on a boycotté à mon insu. Parce que moi, la veille, j'ai échangé avec le président Maurice Kamto. On était le 24, dimanche 24 janvier 2020. L'élection avait lieu le 9 février 2020. Et le lundi 25, puisque j'ai pris mon bus à Yaoundé, le dernier bus à 22h, je suis arrivé à Douala vers autour de 3h du matin. Et à 6h, j'ai eu un coup de fil de monsieur le directeur, le membre du directoire Apollinaire Oko, qui m'a informé que le président devait parler vers 13h. Bon, dans mon esprit, c'était pour nous encourager, comme il a fait la veille des jours auparavant. Et donc, à 7h, puisque j'avais été désigné tête de liste, je rappelle que de tous les arrondissements du Vouri, Douala 5e ou MRC était le seul arrondissement qui a fait l'objet des primaires. Des primaires. Et j'ai été désigné à la tête de liste pour les municipales. Donc, j'ai gagné, il y avait comme candidat M. Daniel Numbissi, M. Albert Zonga, que j'ai battu à haute couture. Les gens l'oublient. Dans les autres arrondissements du Vouri, il n'y a pas eu de primaire. Oui. Il n'y a que sur Douala 5e. Et j'ai gagné à la question. régulièrement. Donc j'arrive donc à Douala à 7h du matin, parce qu'il fallait que je vérifie le dossier de mes colistiers, de mes amis politiques, parce que si jamais il y a peut-être un faux acte de naissance, il manque un document, donc j'avais le devoir de vérifier tout ça. Donc je vérifie, je vois qu'il y a certains dossiers qui n'avaient pas encore de caution. J'ai envoyé mes amis politiques aller régler les dernières cautions à Bonanjo, qui fermait à 15h. Ils sont partis vers 11h30, midi. Et donc j'ai fait ma liste au municipal. À 13h, comme on nous l'avait demandé, j'ai donc branché Internet. Et M. Kamto nous apprend que, contrairement à ce qu'il a dit la veille, que le MRC ne prendra pas part aux élections législatives municipales. On était vraiment... Vous tombez des nues. Tout le monde. Hein. Donc, les gens se croyaient sur moi. Il fallait voir la tête de mes camarades. Oui, nous étions sur le terrain ce jour-là, puisque nous avons un grand moulin. Bien évidemment cette sortie de Maurice Kamto. Donc revenons à la question, y a-t-il eu des accords avec le régime en place pour ne pas participer à ces Si je vous ai répondu de manière un peu détournée, c'était pour vous faire comprendre que si déjà pour le boycott, je n'étais pas au parfum de ce qui s'était dit. Vous imaginez bien que pour le deal, éventuel ou pas, avec le RDPC, je n'étais pas informé, raison de plus. Peut-être que mon ami Alain Foguet était au courant, puisque c'est quand même c'était le seul fondateur encore avec nous, du moins en prison, le seul fondateur du parti. Je rappelle que le professeur Maurice Kamto n'a pas fondé le MRC. Il a été invité à prendre les rênes de ce parti. Il y a eu un certain nombre de deals entre les cofondateurs et lui-même. Il a accepté, après quelques conditions qui ont été respectées. Et donc je pense que M. Alain Foguet était au courant, parce que c'est quand même son parti qu'il a fondé.
Mais lui seul, je ne suis pas sûr que d'autres personnes étaient au courant, sauf si je me trompe. Alors, qui a eu deal ou pas avec le RDPC, je ne pouvais pas être au courant. Et si je l'avais été, je m'y serais opposé violemment. Parce que, Donc, vous dites, vous ne savez pas s'il y a eu deal ou pas. pas du tout, je n'ai pas été informé. Mais j'entends bien les commentaires, les analyses. Je n'aime pas avancer des affirmations dont je n'ai pas la preuve, dont je n'ai assisté à aucun deal avec le RDPC. Mais à la limite, par déduction, on se dit, mais comment un parti qui avait le vent en poupe, qui avait autant de sympathisants, de militants, du moins à cette époque-là, comment advient-il que tout d'un coup, en 24 heures, on dit une chose et son contraire? Je ne comprends pas, personne ne comprend. Est-ce qu'il y a eu deal? Est-ce qu'il y a eu promesse d'argent? Est-ce qu'il y a eu quelques élites appartenant au MRC qui ont peut-être dealé avec Amto au nom du RDPC? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que personne ne comprend rien. D'autant plus que 3 ans plus tard, on va aux élections. Il a fait un meeting à Japoma, rappelez-vous, en 2023, où il dit carrément qu'avec ou sans code électoral, j'irai aux élections. Vous comprenez qu'on a du mal à suivre. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. On va évoluer, Célestin Diamène. Je rappelle qu'habituellement, la présentation de notre invité prend 5 minutes, mais compte tenu de cette expérience particulière que vous avez vécue en politique, notamment avec le MRC, il est important d'aller un tout petit peu au-delà pour davantage édifier nos téléspectateurs. Mais je rappelle que vous êtes juriste, puisque vous avez fait droit, carrière judiciaire à Assas, Panthéon-Sorbonne, c'est en France. Oui. Et vous avez aussi quand même, puisque vous avez un master en droit des carrières judiciaires et un DES. DESS, voilà. Diplôme d'études supérieures spécialisées. Tout ça, c'est donc du côté de la Sorbonne en France, mais vous avez aussi quand même une vie politique en France qui est particulière parce que vous avez été cofondateur du Code, qui est donc le collectif des mouvements politiques de la diaspora. Vous étiez 5 ou 6 avec les Bressigny-Dieu et bien d'autres personnes à créer le Code, qui, curieusement, plus tard, a connu une fusion pour devenir la brigade anti-Sadina. Édifiez-nous. Oui, le Code a été créé en 2005. J'étais dans une banlieue de Bruxelles, qui s'appelle Louvain, dans l'université catholique. Louvain. J'espère que les dirigeants de l'université n'écoutent pas en ce moment parce qu'ils vont peut-être se dire qu'ils ne s'imaginaient pas qu'on venait lancer un mouvement patriotique camerounais dans leur université. Bref, c'est un de nos camarades qui s'appelait Ngankam, qui nous avait conduits dans cet espace très agréable. Et on s'est retrouvés dans cette université. Il y avait moi-même, une certaine Brigitte Ateba, M. Capet de Bana, paix à son âme, M. Eli Kaji, et M. Ténésop, et bien d'autres. Mais on était environ 6 personnes. Mais Brice Nietzsche n'était pas là. Il a récupéré ça après. Il n'était pas là. C'est nous les fondateurs du Code, en vérité. Donc on crée le Code. Et puis, je suis rentré à Paris, je suis reparti à Paris. Et là, on s'est mis ensemble, nous, la diaspora camerounais de Paris, de France. On a lancé le Conseil des Camerounais de la diaspora. Au départ, j'avais créé une association, l'Union pour une diaspora active, dont j'ai invité mes amis, que je ne vais pas citer ici, à créer un mouvement beaucoup plus grand, beaucoup plus englobant. Et effectivement, ils ont proposé des noms, etc. On a retenu le Conseil des Camerounais de la diaspora. À ce moment-là, on a commencé nos activités. Nous avions 2 principales revendications. Lesquelles? La première, c'était le droit de vote des Camerounais de l'extérieur, la diaspora. Et la seconde, c'était la reconnaissance de la double nationalité. C'est 2 éléments sur lesquels nous y tenons beaucoup, parce que pour le deuxième volet, j'ai pensé que les Camerounais de l'extérieur n'étaient pas des sous-citoyens, et que même si certains avaient des passeports français, américains, anglais, britanniques, etc., ce n'était pas par amour, parce que pour des besoins professionnels, dans 99% des cas. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les reconnaître comme des Camerounais pleins et entiers. Et donc nous avions ces 2 revendications. Et puis il se trouve que par un phénomène de hasard, le président Paul Biya a effectué un voyage d'État en France.
Et on a donc appris qu'il était parti pour une conférence à Paris-Dauphine, dont j'y suis allé. J'ai pris le micro et j'ai dit en face du président que notre détermination, notre volonté en tant que citoyen de l'extérieur, c'était d'obtenir ce droit de vote. Puisque nous sommes citoyens à part entière, qu'est-ce qui nous empêcherait de voter comme ceux qui sont restés à l'intérieur, puisqu'on n'a pas changé de nationalité? Nous avons la même culture, les mêmes racines, le même sang. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une discrimination entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Il a repris le micro pour me dire, vous allez voter en 2011. Très bien. Et effectivement, il a tenu parole, puisqu'en 2011, les Camerounais ont commencé à voter pour les élections présidentielles. Bon, moi, mon combat d'aujourd'hui, c'est de continuer à me battre pour que ce vote, qui est pour l'instant limité aux élections présidentielles, soit étendu aux élections municipales et législatives. Alors, comment on passe du code pour la base? C'est quand même... À la base, ça a été créé dans mon dos. Moi, je n'étais plus là. J'ai quitté la France fin 2010. Donc, c'est après que j'ai appris la transformation brutale et assez maladroite de ce qui nous animait à l'époque. On n'aurait pas dans notre esprit de taper sur les artistes, de menacer les gens, d'envahir certaines salles de concert. Non, non, c'était pas ça. Nous étions dans une espèce de l'égalité républicaine et nous étions intransigeants sur nos revendications. Mais on ne s'en prenait pas aux personnes, on ne s'en prenait pas aux individus. C'est ça qu'il faut retenir. La base a été créée dans mon dos et j'ai commis une missive qui a été beaucoup commentée à l'époque où j'ai dénoncé les méthodes qui n'avaient plus rien à voir avec le combat que nous avions mené. Je suis d'accord que je ne peux pas changer les générations qui viennent ont leurs méthodes. Mais je veux dire que cette manière violente de fonctionner en politique, notamment sur les revendications saines et légitimes, va être contre-productif. Je l'avais écrit à l'époque. Et j'ai donc dénoncé cette méthode de la base. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'étais invité chez vos confrères, on en a parlé très largement. Aujourd'hui, on voit bien que la basse étant au moins en 2 ou 3 morceaux, il n'y a plus une seule basse, il y en a au moins 3. Donc vous voyez bien qu'eux-mêmes ne s'entendent plus entre eux. Il y a des, soi-disant, les infiltrés, des gens qui sont partis embrasser l'ennemi, entre guillemets. Tout ça fait que, quand on revient à la dénonciation que j'ai faite à l'époque sur ces méthodes-là, ça ne pouvait pas tenir très longtemps. Voilà. Il fallait rester ferme de manière républicaine sur ces revendications. Le fait de s'en prendre aux gens, aux innocents, aux artistes, qui ont le droit de prester pour leur argent, c'est leur profession, ne pouvait pas vous donner une bonne image de ce mouvement, qui était un mouvement à la base pacifiste, parce que moi j'étais un pacifiste. J'étais certes ferme sur mes méthodes, sur mes revendications, mais je ne m'en prenais pas aux personnes. Ils ont la liberté de chanter pour le RDPC. Mais nous tenions ferme sur nos revendications. Et c'est ça notre but à l'époque. Alors maintenant, je ne reconnais plus le mouvement que j'ai laissé. On en vient à l'épine dorsale de cette émission. Célestin Djamène, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous rêvez gouverner le Cameroun. Ne prenez pas mal cette question. Elle est peut-être personnelle, mais c'est une question de journaliste. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous poserez la même question à Cabral Libye ou à Maurice Kamto? Peut-être. Peut-être? Pas sûr. Peut-être. Bon. Vous n'êtes pas Cabral Libye, je vais vous demander à mon tour si vous êtes sérieux en me posant cette question. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, mais peu importe. Sérieux dans vos convictions, dans ce rêve de gouverner le Cameroun? Beaucoup de gens connaissent mon parcours politique. Je crois que vous savez très bien dans votre fort intérieur que ça fait au moins 28 ans que je suis en politique. J'ai commencé adolescent, vous savez très bien, et que si je n'étais pas sérieux, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Donc si j'ai, entre guillemets, pignon sur rue, excusez du peu, c'est bien parce que vos confrères me prennent au sérieux. Sinon, je ne serais pas là. Je rappelle que j'ai été, contrairement à beaucoup d'agitateurs aujourd'hui, un élu. J'ai été élu. Bon, j'ai eu l'onction populaire quand même dans ma vie politique, vous comprenez. Et n'eût été d'ailleurs le boycott du parti que vous connaissez, je serais de nouveau élu. Bon, peu importe. Je pense que ma vie politique... vous avez toujours mal de ce boycott. Non, ce n'est pas un mal. C'est-à-dire que les pratiques qu'on a mal négociées, on veut les combattre, parce qu'on voudrait plus que ça se répète. Alors je pense que
la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Il ne faut pas que nos jeunes hommes politiques qui viennent après nous puissent se retomber dans le même panneau. Ce n'est pas possible, quoi. La liberté, elle ne se donne pas. Comme le pouvoir. Le pouvoir, on va la chercher. On va le chercher. Il s'arrache. Même si le code électoral est mauvais, ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une raison pour ne pas aller aux élections. Ça ne change rien, surtout ici. Donc c'est tellement idiot d'avoir boycotté que je ne comprends même pas que ce soit venu à la tête d'un président de parti. Peu importe, ce n'est pas pour moi. Moi, je continue à mener, vous savez très bien, ma vie politique. J'ai l'honneur de présider un parti à part, qui est un parti novateur, un parti patriote, un parti qui met l'accent sur le respect des institutions et sur les valeurs de la République. On n'est pas dans le sectarisme, on n'est pas dans la tribu. Notre slogan, c'est la patrie d'abord, la tribu après. Donc, et quelles sont donc vos motivations? Motivation, je considère que d'abord, la passion de la politique, l'amour de son pays, le désir d'être un acteur du changement. C'est très important. Parce que si dans la vie, vous n'avez ni motivation, ni désir, ni volonté, ni passion, vous ne pourriez rien faire. Ça, je vous le garantis. Donc ça, c'est la base. Maintenant, quand vous voyez la situation du Cameroun, aujourd'hui, sur le plan économique, crise économique, une balance de paiement déficitaire depuis au moins 20 ans, une balance commerciale pareille, déficitaire depuis, un endettement public qui caracole, qui frôle les 15 000 milliards, un taux de croissance qui peine à trouver la barre des 4% depuis très longtemps. Vous avez la crise infrastructurelle, qu'elle soit routière, aéroportuaire ou ferroviaire. On n'a rien. Après 42 ans de pouvoir. La crise des libertés. Les libertés, à la limite, on nous laisse bavarder à la télévision, mais en termes de liberté d'association, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Les manifestations ne sont pas toujours autorisées de manière légitime et légale, comme la loi le prévoit. Le régime de déclaration s'est mué progressivement en régime d'autorisation, ce qui n'est pas normal. Et puis, un taux de pauvreté qui avoisine les 34%. Y a-t-il quand même quelques secteurs de la vie nationale qui se portent bien? J'essaie de regarder, mais il y en a vraiment très peu. Alors, moi, je suis très d'accord. Vous voulez rectifier le tir? Il y a un point sur la position du président Paul Biya sur les accords coloniaux. Parce que l'ancien Premier ministre de Sarkozy est venu à Yaoundé en février 2009. Il voulait renouveler les accords coloniaux. Le président lui a dit non, c'est terminé. Premier point qui m'a marqué. Deuxième élément, en 2022, M. Betia Songro, en pleine guerre Ukraine-Russie, il est allé signer des accords militaires ou renouvelés avec la Russie. Alors que Macron pestait contre les pays africains, dont M. Biya a eu ce courage d'envoyer son ministre, peut-être par provocation, signer les accords. En dehors de ça, quand vous regardez chez nous, sur le plan social, la montée vertigineuse du discours tribal, la haine, qui n'est même pas réprimée, je regrette. Et je continue de dire que je vais engager une plainte contre Info TV et contre M. Elimbi Lobert. On ne peut pas continuer à laisser prospérer les discours de haine. La politique n'est pas faite pour les haineux. La politique, on peut dénoncer, on peut porter la critique, mais on ne s'en prend pas à des communautés. Ça ne se fait pas. Et là, sur le plan spécifique, des héros nationaux, donc on dirait des grandes figures. Les grandes figures, M. Amadou Ahidjo, premier président de la République, M. Ruben Oumniobé, M. Ossende Afana, M. Félix Moumié et M. Ernest Ouandié, peut-être pas Afana, mais en tout cas, 4 grandes figures ont été reconnues comme grandes figures en tant que telles de la nation. On ne peut pas, par conséquent, les traiter comme des bandits. Demain, je vais entendre dire que Oumniobé est un bandit, je m'élèverai avec la même vigueur. Ça ne se fait pas. Donc il ne faut pas laisser ce discours prospérer. Je suis désolé qu'une chaîne censée être républicaine invite des personnes, des individus qui se permettent de prononcer ou de tenir ce type de langage. Ça ne se fait pas. Donc mon devoir à moi, c'est de dire aux procureurs, aux tribunaux que vous avez le devoir de dire qu'une loi promulguée par le président de la République ne peut pas être remise en cause si ce n'est pas des voies officielles, des voies formelles. Mais on ne peut pas venir à la télévision, alors que des personnes, des Camerounais, des grandes figures sont morts sur le champ de guerre pour la nation,
qu'on les traite de voyous et de bandits. C'est un discours qui est terrible à entendre, qui est négatif et qui peut contaminer les générations futures. Donc je ne veux pas de ça. Je pense que la société aussi évolue les mœurs évoluent grâce aux lois. Il faut que ces Nous lois aurons soient l'occasion, appliquées. M. Djamène, de venir dans les profondeurs de vos 23 chantiers, puisque c'est ce que vous avez comme mallette, comme boussole pour votre candidature. On va rentrer un tout petit peu en profondeur, mais le parti à part, l'Alliance patriotique et républicaine, n'a pas d'élu puisque créé par vous en 2021. Comment est-ce que vous comptez aller à l'élection? Est-ce que vous optez pour les signatures? Est-ce que vous optez par l'investiture d'un autre parti politique? Non, ben, la loi est très claire. Nous sommes un parti républicain et légaliste. Ça veut dire que nous nous conformons en matière d'investiture à la loi. Que dit exactement l'article 121, alinéa 1? On peut être investi, tout candidat à l'élection présidentielle peut être investi par un parti politique ou être un candidat indépendant. Alors, par un parti politique, on n'a pas dit par un parti auquel vous êtes adhérent ou membre. On a dit un parti politique. Article indéfini, ça veut dire que c'est tout le monde. Ça veut donc dire que si votre parti, là je reste sur la ligne 1, vous avez un parti politique, il peut vous investir. Maintenant, le deuxième volet, c'est que si vous avez des représentants au sens du droit électoral, des personnes qui ont été élues sur votre liste, nous sommes au Cameroun, pour l'instant du moins, dans le cadre des scrutins de liste concernant les élections législatives et municipales. Donc, si vous avez présenté des listes et que vous avez eu la chance d'avoir des élus, à travers cette liste, eh bien, vous avez des représentants. Vous êtes un parti représenté. Il faut bien circonscrire la notion de parti représenté, parce qu'on nous embrouille avec les histoires de l'article 15 de la Constitution, ça n'a rien à voir. L'article 15 de la Constitution parle de l'indépendance d'un député qui doit voter en son âme et conscience sans pression ni de ses électeurs, ni de son parti d'origine. Et l'article 121 vous parle des conditions d'éligibilité. C'est deux domaines différents. En droit, on dit que quand on veut comparer deux choses, il doit avoir identité d'objet. On ne compare pas un gardien de but avec un avant-centre. Vous n'allez pas comparer Thomas Kono avec Samuel Eto'o ou Roger Mila. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, sur le plan des conditions d'éligibilité, moi, j'ai été investi par mon parti à part. Maintenant, est-ce que j'ai des représentants? La réponse est non. Alors, comment je vais faire? Soit, selon la loi, je puisse me faire investir par un parti ayant des représentants dans les assemblées, chambres consulaires, etc., soit alors, je me jette dans la possibilité de demander les 300 parrainages. Quelle est votre option? Mais je ne suis pas sur une option spécialement ou une autre. Moi, les deux options sont ouvertes. Ben oui, puisque si un parti pense qu'à part et son candidat mérite d'être investi absolument, ils peuvent très bien nous contacter et nous dire, Monsieur le Président, nous avons une proposition à vous faire, nous voulons vous investir. Je ne vais pas dire non. Quelle est la raison? Quelle serait la raison de mon refus? Pareil, si je parviens à obtenir les 300 signatures, bien évidemment, le but, c'est d'être effectivement un candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Si effectivement je franchis cette étape-là, étant donné que je n'ai pas pour l'instant de représentants dans le sens du droit électoral. À part ces 4 ans d'existence, quels sont vos faits d'armes aujourd'hui pour convaincre l'électorat? Nous avons un programme politique, nous avons un projet de société, parce que pour convaincre un électeur, c'est d'abord lui présenter votre programme. Et j'invite mes compatriotes qui lisent très peu à se faire violence et d'apprendre à lire des programmes politiques, apprendre à lire des projets politiques, parce que nous, on se bat pour concocter des programmes politiques. Nous, on essaie d'être honnête avec nos électeurs, parce qu'on veut leur mettre dans la capacité de pouvoir voter de manière éclairée. Qu'est-ce que le candidat N'Djamène propose sur la santé? Qu'est-ce qu'il propose pour la lutte contre le chômage, pour l'emploi des jeunes notamment? Qu'est-ce qu'il propose pour les programmes scolaires? Qu'est-ce qu'il propose pour la fiscalité des entreprises? Qu'est-ce qu'il propose pour la fonction de l'armée ou de la police dans la société, etc., etc. Donc c'est avec ça que l'électeur potentiel peut être amené à voter pour vous.
Il n'y a pas à avoir une belle tête, une belle cravate. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que quel est votre programme politique? Est-ce que vous promettez aux électeurs, une fois que vous serez élus, de penser à eux, en tout cas d'abord au Cameroun? Et c'est ça leur boussole. Ils veulent comprendre votre projet de société. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé mon projet. J'espère qu'il sera diffusé le plus largement possible de société. Et avec votre permission, on va aller très rapidement pour permettre aux téléspectateurs et internautes de mieux comprendre vos 23 chantiers. Il s'agit de l'organisation du vivre ensemble, la modernisation des institutions de la République, sécurité, défense, politique, linguistique, redéfinir le statut et le rôle des autorités traditionnelles, la technologie, les infrastructures et les équipements. Il y a également la transformation de l'agriculture, l'industrialisation stratégique, la modernisation de la gouvernance économique, l'amélioration du territoire et l'écologie. Il y a la reformation de la gestion urbaine, il y a le transport, l'aménagement rural, la promotion de l'entreprise, reformer le système éducatif, repenser le système de santé, les droits de la femme avec le Women Employment, la jeunesse et les personnes âgées, la culture, tourisme et développement sportif, le sport, la politique étrangère, place de la diaspora et bien sûr la politique de modernisation globale du Cameroun. Voilà donc les 23 chantiers vite faits sur lesquels vous vous appuyez pour prétendre donc à la magistrature suprême. Dites-nous comment est-ce que vous comptez mettre en œuvre cette stratégie avec ces 23 chantiers dans un pays comme le Cameroun qui souffre de misère ambiante, de pauvreté extrême? Oui, le pays actuel souffre de misère et de pauvreté parce qu'on a une gouvernance qui est complètement sinistrée, complètement à côté de la plaque. Si les Camerounais me font confiance, il y aura donc un gouvernement de patriotes en place et qui feront la politique autrement, naturellement. Donc aujourd'hui, le constat est clair. Si je suis candidat, c'est parce que j'estime que le Cameroun est sinistré dans pratiquement tous ces secteurs. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, que ce soit sur le secteur des infrastructures routières, aéroportuaires, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan même des libertés, sur beaucoup de la technologie. On est très en arrière. On est devenu comme un grand comptoir commercial. On importe tout. On ne produit pratiquement rien. Nos matières premières ne sont pas transformées. C'est autant d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et donc, finalement, on n'a même pas d'économie. Enfin, on est un comptoir des affaires. On fait des affaires. On fait de l'import-export. C'est ça qu'on appelle l'économie chez nous. C'est pas ça l'économie. L'économie, c'est quand il y a une structure, c'est quand on produit, c'est quand on transforme. C'est ça l'économie. Mais non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le Cameroun soit vraiment une économie. Il n'a pas d'économie. Donc, je suis en train de dire que si les Camerounais, évidemment, me font confiance, il y aura un gouvernement de mission qui aura un cahier de charges qui va refonder la société. Il y aura bien sûr, vous l'avez lu tout à l'heure, la réforme de l'État. Il est important de le noter parce qu'aujourd'hui, l'État est devenu un fourre-tout. Ça va même jusqu'aux diplômes qui sont achetés. Ça va même dans l'entrée dans certaines grandes écoles qui sont négociées sur le plan financier. Ce n'est pas acceptable. Même dans la santé, on s'amuse à acheter des diplômes. C'est extrêmement grave. Donc il y aura en place un gouvernement de mission qui aura pour rôle de mettre en place un plan de rupture avec le passé néocolonial du Cameroun. Ensuite, il y aura une espèce d'état généraux où les citoyens seront, de toutes les corporations, seront invités à faire valoir leurs revendications, leurs doléances en quelque sorte. Et puis sur cette base de cahier de doléances, eh bien, on va rebâtir une nouvelle constitution. Il y aura une constitution qui sera mise en place et effectivement, les Camerounais auront donc une nouvelle constitution nationaliste, si j'ose dire, en tout cas patriotique. Et dans ce cas-là, le Cameroun repartira sur les bases de souveraineté, sur les bases d'un pays réellement indépendant. Parce que nous ne le sommes pas encore. On n'est pas encore vraiment indépendant. Il y a des velléités, mais nous sommes encore sous le joug des années 60, où on est encore, on va dire, un pays indépendant par procuration, et ce n'est pas acceptable. Donc voilà ce que je ferai si les Camerounais me font confiance, et je mettrai en place ce gouvernement de combat, ce gouvernement de mission, qui va rompre avec le passé, la rupture, et qui va mettre en place de nouvelles structures, c'est la refondation. Donc je suis dans le mouvement de la refondation et de la rupture, tout simplement.
Refondation et rupture, croyez-vous capable de battre Paul Biya, de battre Issa Chiroma, de battre Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto, Cabral Libi, pour ne citer que ces exemples-là à l'élection d'octobre prochain? Je vous mets au défi de trouver meilleur candidat de l'opposition que moi. Chaque candidat dit la même chose. Maintenant, entre ce qu'on dit, alors je les invite au débat. Parce qu'en vérité, les citoyens ont le droit de savoir qui propose quoi. Et de diviser, de trancher entre des différents proposants. Je dis qu'on ne va pas décider de voter pour M. Brankanga parce qu'il a parlé. Alors vous mettez M. Brankanga en débat, en contradiction avec un autre candidat, et le téléspectateur chez lui va se faire ses raisons et choisir son camp. Il y a quand même des paramètres qui vont au-delà des simples débats. Eh bien, dans les pays modernes, il y a des débats. Le tout n'est pas d'être éloquent, de non, bien c'est pas ça que parler. je dis que c'est des propositions. Effectivement. Je dis que la télévision sert à quoi? Ça sert à écouter, aussi à comprendre, à voir les tendances et la vision de chaque candidat. Alors, un débat dans un pays normal, au Cameroun par exemple, devrait être obligatoire. Même si on est 1000 candidats, la télévision devrait se mettre ensemble, s'organiser entre elles. Peut-être M. Kamga de Naya TV, tel autre de Canal 2, tel autre de STV devaient se mettre ensemble, faire une vaste émission entre tous les candidats, avant l'élection, bien entendu. Et dans ce cas-là, le téléspectateur ou l'internaute sera en toute objectivité capable de choisir son candidat. Alors, c'est bien beau de se proclamer meilleur candidat, mais je les invite au débat avec moi. Moi, je dis ceci, nous sommes dans un pays où on a envie d'avancer. Il ne faut pas prendre des votants, des électeurs pour des moutons. Ils ont envie de comprendre pour voter. Qu'est-ce que vous leur proposez? Chacun a son champion, chacun a son frère du village, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'avenir du Cameroun. Et ce que propose l'acteur qui prétend être demain le dirigeant du pays. On ne va pas se laisser manger à n'importe quelle chose parce qu'on a juste déclaré qu'on est le meilleur. Je le dis parce que je pense que j'ai le meilleur programme. Et je le dis parce que je suis profondément passionné par mon pays, j'aime mon pays, je suis un patriote. Alors ceux qui pensent que je le suis moins qu'eux, viennent en débat, vous allez organiser un vaste débat et on va voir, vous allez juger en votre âme et conscience qui est en mesure de diriger à partir d'octobre le Cameroun. Il y a le charisme, la posture, l'expérience, et parlant d'expérience politique, vous êtes à pratiquement une trentaine d'années en politique, vous avez été au cadre, je le disais en début d'émission, du Social Democratic Front, du MRC, maintenant vous êtes président fondateur de APAR, l'Alliance politique et républicaine. Reste quand même que ces derniers temps, Célestin Djamène, sur les réseaux sociaux, vous faites l'objet d'un certain dénigrement où vous êtes présenté, pris à partie dans un restaurant. C'est peut-être banal, mais on s'en voudrait de ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il est aussi question pour nous d'édifier le public sur ce qui... On vous accuse d'avoir consommé dans un restaurant, de n'avoir pas réglé vos factures, et vous prétendez être candidat, vous prétendez être président de la République. Que s'est-il réellement passé? S'agit-il d'un dénigrement ou alors, effectivement, vous n'avez pas payé vos factures? Vous savez, un homme ou une femme qui a une raison de vivre, une raison d'exister, supporte tous les dénigrements, tous les coups de boutoir, tous les coups en dessous de la ceinture. Je suis habitué à ça, notamment depuis que j'ai quitté la MRC. Je suis passé de la lumière, selon eux, je suis passé d'ange à ténèbres. À ange de la mort, en quelque sorte, sans raison d'ailleurs, simplement parce que j'ai divorcé avec le MRC. Est-ce que j'étais marié? Vous pensez que c'est le MRC qui vous dénigre? Je ne vois pas comment le jour en lendemain vous devenez un diable alors que vous étiez chouchouté, vous étiez porté, vous étiez célébré quelques jours avant. Mais je ne m'occupe pas de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je décide de faire de ma vie. Je me suis engagé en politique par passion, par amour de mon pays, et j'ai un programme, surtout, c'est le plus important. Maintenant, les colibets, les frustrations des uns et des autres ne m'intéressent pas du tout. Sur le cas que vous posez, ils disent que j'étais dans un restaurant, mais je n'étais pas dans un restaurant. Vous avez vu les caméras dans la vidéo, il y a des caméras. Il y a un jeune de vos confrères, pour ne pas le citer, M. Lungacha, qui a travaillé dans une radio à Douala, à Beka, qui m'a invité parce qu'il a pris sa liberté de créer sa propre chaîne de radio, de télévision. Il était en freelance. Il a quitté Abeka, son droit de s'acheter une caméra et de faire ses interviews personnelles. Il m'a invité dans un hôtel qui avait une piscine, un endroit assez verdoyant.
il m'a invité pour une interview, comme vous là, exactement. Eh bien, il se trouve que dans cet hôtel, qui était à Douala, vers la vallée Besseke, le foyer marin, il y avait 2 co-gestionnaires, un homme et une femme. Apparemment, je l'ai appris après qu'ils ne s'entendaient pas. Alors, il aurait obtenu l'autorisation de la femme gestionnaire, mais pas de l'homme, pas de son partenaire. Il est donc arrivé, l'interview démarre, et puis l'homme, qui était en règlement de compte sûrement avec sa co-gestionnaire, vient faire arrêter l'émission. Et ça ne me dérange pas beaucoup, je voulais comprendre ce qui se passait. Mais ce qui m'a énervé, c'est qu'il s'acharne sur la caméra pour la casser en 2. Alors je dis, mon jeune petit frère, je ne vais pas le laisser tout seul. Je me suis interposé entre les deux pour protéger la caméra de mon jeune frère. Et voilà, donc ça a commencé, les échauffourées, les gens filmaient, etc. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, je me devais d'intervenir pour empêcher. Il a mis beaucoup d'argent. C'était un jeune qui est parti de ABK, il voulait créer sa boîte, et c'était ma manière de l'aider. Je vois donc sur les réseaux sociaux, une vidéo de 2014, hein. Ça fait déjà 11 ans. 11 ans. Donc pourquoi est-ce qu'ils ressortent ça après ma conférence du mardi 17 juin? Parce que je suis candidat, donc ils sortent les pots pourris, les poubelles, et ils vont dire que c'était dans un restaurant. Mais l'hôtel est connu. Allez donc vous renseigner. Appelez donc votre confrère du Ngacha, il va vous raconter la version de l'histoire. Et alors, je rappelle, puisque nous avons mené notre petite enquête à notre niveau, pendant que la vidéo est mise sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas à Douala, vous êtes en séjour à Yaoundé. Exactement, exactement. Donc le mensonge est tellement... Ben, les talibans, je suis habitué à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de la politique une conception d'idées, de débat. Ils sont dans une secte, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, il faut vous dénigrer, vous bannir. Il faut vous ternir. Ils ne savent pas contredire, ils ne savent pas débattre. Ils sont prêts à tout. Et je me demande s'ils méritent même d'être considérés comme des acteurs politiques. Je ne pense pas. Regardez sur une vidéo de 11 ans. Parce que je me suis porté candidat à l'élection présidentielle. Mais pourquoi ils le font? Est-ce que même dans votre famille, on est obligé d'être d'accord avec sa soeur, son frère, son père, sa mère? Mais on reste en famille. Nous sommes une famille politique. Chacun émet ses idées. On se contredit et on avance. Vous voyez ce qu'ils font là. Et imaginez-vous ces gens au pouvoir. Mais c'est du fascisme à l'état pur. C'est du fascisme. Parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'ils disent que je suis entré dans un restaurant sans payer. Moi, entrer dans un restaurant sans payer, ça veut dire quoi? Mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a aucun sens. Célestin Djamène, en politique, on dit tous les coups sont permis, même si nous n'adhérons pas. Mais là, ça nous est nous n'adhérons pas à ce type de bêtises. Non, il faut les condamner. Ce type de comportement, nous ne sommes pas excusez-moi, M. Kamga, ce type de comportement est inadmissible. Quand on veut faire un match de football, un match de boxe, il y a des règles à respecter, des règles minimales. On ne peut pas venir en politique et se livrer à un combat, comment dirais-je, et être dans la gadoue. Ce n'est pas admissible. Vous voyez, il y a des règles minimales. Quand vous entrez chez quelqu'un, pour la première fois, vous lui dites bonjour. Vous dites bonjour. Il y a des civilités. En politique, il est tout à fait normal qu'il y ait des désaccords. Il est normal qu'on soit candidat. On peut critiquer un programme, un projet de société, mais pas aller déterrer des vidéos de 14 ans, de 11 ans, et dire des mensonges. Moi, j'étais à Yaoundé ce jour-là qu'ils ont publié, faisant croire que j'étais à Douala. Mais les gens pareils, mais comment voulez-vous les traiter comme des hommes politiques, des acteurs politiques? Ce n'est pas possible. Alors, ce sont peut-être des militants, vous avez soupçonné... Moi, c'est des voyous. Vous avez soupçonné le MRC. Mais on les connaît, c'est les mêmes gens, bien sûr. Nous n'avons pas les éléments palpables. Moi, je palpables. vous le dis, prenez vos engagements, mais j'assume ce que je dis. Ce ne sont pas les militants quand même. Ce ne sont pas ceux qui gouvernent le MRC qui le font. Sauf si vous mettez ils n'ont cela rien à dit. l'actif. Ils ne condamnent jamais. Qui ne dit mot, consent. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, on va évoluer. Qu'est-ce que vous pensez de la récente démission de Issa Chiroma Bakari? Qu'est-ce que vous pensez de la récente démission de Bello Bouba Maïgari? Bon, je pense que tout homme... moi, j'ai démissionné du SDF, du MRC. C'est ma liberté de le faire quand je pense qu'on n'est plus en phase sur le plan des idées, sur le plan de la plateforme. Je pense que chacun garde sa liberté de partir. Monsieur
Bello Bouba depuis 1997 à une plateforme gouvernementale avec le RDPC. Aujourd'hui, il a décidé de partir. Pour quelles raisons? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il est parti. Il a donc rompu le pacte qui le liait au RDPC. Mais le truc, c'est que avant lui, quelques jours auparavant, il y a M. Issa Chiroma Bakary, qui a également démissionné. Lui aussi, il était en deal avec le RDPC, puisqu'il faisait partie de la majorité présidentielle. Mais je crains que cet acte, en principe banal, normal, en soi, ne devienne pas, comment dirais-je, un acte de glissement communautariste. Parce qu'on nous parle partout du Grand Nord, du Grand Nord. Mais le Grand Nord, mais est-ce qu'il y a une seule région qui ne soit pas sinistrée au Cameroun? Toutes les régions se plaignent. Toutes les régions, le Nozo, l'Ouest, le Centre, le Sud même du président de la République, se plaint. Mais qu'est-ce qui a nous parler du Grand Nord? Le Cameroun n'est pas une juxtaposition de tribus. Le Cameroun, c'est une république. On a l'impression qu'avec certains ministres démissionnaires, il n'y en a que pour le Grand Nord. Mais vous êtes ministre de la République. Parlez-nous des problèmes de la République. Pourquoi vous démissionnez? Alors le deal avec le Grand Nord, avec le Grand Nord se fâche, le Grand Nord a lâché le pôle bien. Est-ce que c'est une question de Grand Nord? Le Cameroun va mal. C'est pas simplement une question de Grand Nord. Eux, ils ne sont pas figés sur leur communauté. Ils sont figés sur leur communauté. Ils sont figés, voilà, j'ai écouté, j'étais à l'extrême nord, j'étais à la Damawa, j'ai écouté ma communauté, ils ont le Grand Nord à lâcher pour le bien, etc. Mais attendez, ça veut dire quoi? Je n'ai pas entendu un seul instant de ces démissionnaires-là qu'ils sont honte du chômage galopant. Je n'ai pas entendu qu'ils ont honte de l'absence d'infrastructures routières, aéroportières, infrastructurelles au Cameroun. Je n'ai pas entendu qu'ils dénoncent le chômage des jeunes. Je n'ai pas entendu qu'ils dénoncent, j'allais dire, la corruption. Rien de tout ça. Tout le temps le Grand Nord. Dans le document de 24 pages présenté par Issa Chiroma Bakary, il évoque effectivement l'amélioration des conditions de travail des Camerounais en 16 points et il n'a nulle part mentionné le Grand Nord. Son cahier de charge, il est national. Il ne peut pas être il n'est pas communautaire. Non, on l'a vu dans le Grand Nord, parler en foufoulé. C'est la seule partie du Cameroun qu'il a visité avant cette déclaration, avant cette démission. Donc, nous, en politique, on regarde les faits, on regarde les images. Les images sont parlantes, comprenez? Maintenant, quand il dit que le Cameroun n'a pas décollé, mais il est là depuis au moins 24 ans ou 25 ans. Il a été ministre de 92 à 96. Rupture de 2009 à 2019 comme ministre de la communication. De 2019 à maintenant comme ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Voilà, ça fait donc, faites le calcul, plus de 25 ans. Ça veut donc dire qu'il n'a pas vu ça depuis. Dans le Cameroun, il commence à être mal maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Non, attendez. Où est le rapport, le délai entre l'échéance présidentielle, qui va intervenir en octobre, et sa démission? Vous croyez que c'est fortuit? C'est hasardeux? Non. Et Bello Bouba, premier ministre... C'est pareil, mais c'est pareil, c'est pareil. C'est pas maintenant qu'ils ont découvert le fil à couper du beurre, ou bien l'eau tiède. On n'a pas inventé l'eau tiède. Non, je crois que, sachons lire entre les lignes. Il y a un lien automatique entre la date de l'échéance présidentielle, ils veulent faire monter les enchères, et effectivement, leur démission. C'est automatique pour ceux qui savent au moins un peu lire. On n'a pas besoin d'être un homme politique pour le constater. Donc, maintenant, est-ce qu'ils ont tenté d'échanger avec leurs partenaires, le président Paul Biya? Je n'en sais rien. Il semblerait qu'il y ait quelques éléments du gouvernement qui se soient interposés entre eux et le président Biya pour les empêcher de rencontrer de manière régulière le président Biya, mais ça c'est leur affaire. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a une proximité assez suspicieuse entre l'échéance d'octobre 2025 et leur démission. Et maintenant ils ne vont pas me faire croire à moi, et à certains Camerounais lucides, que c'est parce qu'ils s'inquiètent du chômage ou de la malgouvernance. Ils en ont fait partie, ils sont comptables, qu'ils le veuillent ou non. Parce que quand on dit gouvernement, ça suppose solidarité. On ne peut pas être ministre et ne pas être responsable du bilan du gouvernement. Puisque c'est une équipe. Un gouvernement, c'est quand même une équipe de football. On échoue ensemble ou on gagne ensemble. C'est pareil pour un gouvernement. Donc, qui vient de faire son aggiornamento maintenant, nous, on s'en fout. Ce n'est pas sincère. C'est parce qu'il y a des élections en octobre. D'ailleurs, la preuve, ils sont candidats. Mais ils sont candidats contre eux-mêmes, puisqu'en fait, vous avez participé à ça. Vous êtes candidat contre quoi?
Vous avez participé à une politique. Et vous voulez être candidat pour dénoncer quoi? Ce que vous avez pratiqué? Est-ce qu'il y a du sens? Il n'y a pas de sens. Donc je considère donc que ça, c'est tout simplement de la manipulation. Il ne faudrait pas que le Camerounais se laisse berner une fois de plus. Et je suis sûr que même ceux du Grand Nord savent qu'on a affaire à des prestidigitateurs politiques. On n'a pas affaire à des hommes politiques. Donc ils sont pendant 25 ans membres de la majorité présidentielle et tout d'un coup ils sont opposants. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là? Non, soyons sérieux. Ils ne peuvent pas être des opposants. On a compris, évoluons Célestin Djamène. Ailleurs, on tient le même discours en ce qui vous concerne. Et pour être cash, on vous soupçonne de jouer également le jeu du pouvoir, notamment avec le ministre de l'administration territoriale, pour davantage diviser l'opposition, pour davantage diviser les Camerounais au profit de Paul Biya. Sincèrement, de quel camp êtes-vous? Écoutez, il est arrivé dans plusieurs pays qu'un opposant puisse apprécier les actions d'un ministre ou d'une ministre. Ça arrive tout le temps, que ce soit au Sénégal, en France. Rien d'anormal. Voilà. C'est normal que si un ministre me fait un forage dans mon quartier, si on n'en avait pas depuis une dizaine d'années, les populations sont heureuses que je dise que ça, c'est une belle action. Si un ministre maintient l'ordre et la sécurité pour éviter l'anarchie totale, qu'on casse les boutiques, les magasins, je dis, c'est une bonne chose. Alors, moi, je n'ai jamais caché mon amitié avec Paul Atanga-Dji. J'ai toujours condamné les actes de ce gouvernement. Ça n'empêche pas à moi, si un ministre pose des actes utiles, de le dire. Nous ne sommes plus dans l'époque où il fallait voir tout en blanc ou tout en noir. Hein? La politique, ce n'est pas la haine ou la guerre. Si un ministre se comporte bien, je dois le dire. Parce que si demain je suis au pouvoir, j'aimerais qu'on me traite de la même manière. Donc, le si ministre je fais les choses positives, au Cameroun se comporte très bien. Je pense qu'en matière d'ordre et de sécurité, il fait bien son boulot. Bon, il a son caractère qu'on n'aime pas beaucoup, il a son langage. Un langage qui est un peu, on va dire, trivial. Lorsqu'il menace les gens avec la caricature de serpent affamé, de Molinex qui doit broyer. Oui, mais sauf que, bon, vous allez me faire allusion en 2019, mais depuis qu'elle dit ça, personne n'est inquiété en vérité. Vous avez vu? Vous avez reçu une balle dans le pied. Oui, sauf 2019. Vous êtes allé en sauf prison. 2019. Et d'ailleurs, pour vous dire que les policiers, souvent, ou des gendarmes, il y a beaucoup qui font du zèle. Beaucoup ne savent pas l'ordre forcément de la hiérarchie. Les policiers qui tapent sur les citoyens en route, qui bagarrent. Qui leur a demandé de bagarrer sur les routes? Policiers qui vous arrachent votre permis de conduire, qui vous demandent de l'argent. Mais qui leur a demandé ça? Bon, on dirait que peut-être que c'est la hiérarchie, certains délégués régionaux, peut-être véreux, leur demandent. Mais en général, ça ne peut pas être l'ordre d'un ministre. Ça ne peut pas être l'ordre des ministres de bagarrer sur la route, d'aller tirer sur les citoyens. Je sais qu'en général, quand la situation est devenue insupportable, il arrive dans des régimes répressifs qu'on réprime jusqu'à la mort les citoyens. Mais tenez compte aussi que dans des relations, nous par exemple en 2019, on était une poignée de manifestants, on n'était pas dangereux. Qu'est-ce qui les obligeait à tirer sur nous, sur moi, après la manif? J'étais seul. Quelle est la raison objective qui les poussait alors qu'il n'y avait pas de danger? Ils avaient dispersé tout à 8h10. On était à 9h05. Qu'est-ce qui les obligeait à me mettre à plat ventre, me mettre les rangers sur la nuque et à me menacer de mort? Qu'est-ce qui les obligeait à faire ça? Je ne menaçais pas leur liberté, je n'étais pas en danger. Je ne les mettais pas en danger. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On peut le comprendre dans le feu de l'action. Quand ils sont débordés, on peut tirer sur les gens. Encore que là même, c'est condamnable. Mais on ne peut pas comprendre qu'un citoyen assis sur un banc public subisse les assauts d'un cortège de policiers et qui plus est, viennent tirer sur lui. Donc, je crois que là, il y a aussi des actions des policiers. D'ailleurs, il y a même certains policiers ou militaires qui sont condamnés des fois pour les actions de zèle. Ça arrive. On va évoluer, Célestin Djamène. S'il arrivait que vous n'ayez pas de parti pour vous investir et que vous n'obteniez pas les 300 signatures, pour qui porterez-vous votre choix comme futur président du Cameroun? Je pense que j'obtiendrai au minimum les 300 signatures. J'y crois fortement. Je ne peux pas me prononcer sur des questions, on va dire, des questions hypothétiques ou des questions, on va dire, divinatoires. Moi, je suis dans une motivation de quelqu'un qui va
pour être candidat jusqu'au bout, notamment en passant soit par les 300 parrainages, soit par l'investiture par notre parti politique. Tous les partis d'opposition qui sont encore là aujourd'hui n'ont pas encore choisi leur candidat. Je pense notamment au parti de M. Denis Mila-Tanana, le parti de M. Monté, le MPCN de Paul Kinguet, père son âme. Vous leur faites un clin d'œil en passant? Non, républicain, bien entendu. C'est un clin d'œil républicain. Je veux dire que, voilà, si je vous mérite, si vous pensez que j'ai les épaules pour être votre candidat, ben, bien sûr, je ne vais pas refuser. Beaucoup l'ont fait avant moi. Batounia Kiremouna en 2018, Kamra Libi, ou encore le pasteur Franklin Difford. Donc, pour quelle raison je dirais que non, j'en veux pas de votre... Non, ça n'a pas de sens. Donc, en vérité, ce qui est sûr, c'est que on va aux élections parce qu'on est porteur d'un projet et qu'on a envie de convaincre pièce sur table ses concitoyens et ses futurs électeurs. C'est tout. Bon, je ne vais pas me dire qui je voterai pour qui, non. Je voterai pour personne. Je pense que j'irai voter... Si vous n'êtes pas candidat, vous ne votez pour personne d'autre. Non, je pense qu'on peut voter blanc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas dans mon optique. Je vous dis que j'irai jusqu'au bout et j'ai la ferme conviction que j'aurai les 300 signatures ou à défaut, une investiture venant d'un parti ayant des représentants dans les assemblées. Vous voyez les sous-préfets, préfets vous donner ces 300 signatures? Ce n'est pas eux qui donnent, c'est des élus. Les valider? Mais pourquoi pas? Où est le problème? Je ne comprends pas. Je veux dire que je ne comprends pas. Bien sûr, on est en République. Bon, je comprends ce que vous voulez dire, mais en vérité, je suis un Camerounais qui a son projet, sauf s'ils soutiennent un candidat. Bon, on imagine qu'ils sont du côté du RDPC, mais ils vous diront que non. Bon, maintenant, il y a la hiérarchie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce que le préfet a tendance à RDPC ou pas? Est-ce qu'il pourrait légaliser? Non, c'est le député ou l'élu ou le conseil municipal qui signe. Vous faites une lettre, et cette signature, vous l'amenez devant le maire, sera légalisée. Est légalisée par l'autorité administrative. Il a l'obligation de légaliser. Oui. Vous pourriez me formuler des craintes pour les élus, je peux comprendre, mais pas pour les administrateurs. Ils sont là, ils ont l'obligation. Surtout que votre ami est Minat. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire qu'on va convaincre un conseil municipal, une assemblée nationale, messieurs les députés, messieurs les conseillers, je suis candidat, je sollicite vos signatures. Région, 30 par région. Maintenant, une fois qu'ils ont signé, le préfet suit. Il ne peut pas s'opposer. Il ne peut pas s'opposer à la signature des élus. Maintenant, on dirait que les élus prennent peut-être de risques pour leur parti. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ferai comme un bon républicain. Je vais dans des enceintes républicaines déposer ma sollicitation. Ensuite, j'attends les réponses. Vous attendez les réponses. Êtes-vous prêt à prendre une nouvelle balle dans le pied pour la libération du Cameroun? Je suis prêt à mourir pour la libération du Cameroun. Il n'y a pas de problème. Ma vie, c'est la politique. J'ai commencé à 14 ans, au lycée Josse. J'écrivais déjà. J'ai fait des rubriques. La question sociale. Je parlais déjà à l'époque de la dot. Cette marchandisation de la dot. On vend ses enfants, soi-disant pour le mariage. C'est des questions sociales, mais aussi qui touchaient la politique. J'ai commencé bébé en politique. Donc c'est ma vie. J'ai pris une balle, j'aurais pu mourir. Quand j'étais couché par terre, on m'a dit qu'on me mettrait une balle dans la tête. Mais par la grâce de Dieu, je me suis relevé. Alors si demain il fallait mourir pour mon pays, quel bonheur. Il n'y a pas de souci. D'autres viennent, il y a des candidats aujourd'hui, fantaisistes, qui viennent se déclarer, qui ne vivent même pas au Cameroun, ils ne remplissent aucune condition, mais qui viennent polluer les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont candidats. Je ne fais pas partie de cette race. Je suis un patriote confirmé. J'ai près de 30 ans de carrière politique. J'ai fait mes preuves. J'ai failli donner ma vie. J'ai payé un lourd tribut. Et je continuerai parce que c'est ma mission d'apporter ma modeste contribution au relèvement, à l'émergence de mon pays. Voilà la vérité. Beaucoup sont morts, beaucoup plus importants que moi, sont morts avant moi. Qui suis-je pour rejouer le Cameroun? C'est pas possible. La configuration actuelle des institutions et des hommes qui les incarnent est-elle gage d'un processus électoral transparent? Bon, normalement, il s'agit simplement de faire respecter les textes qui édifient les organisations. De les prendre par exemple ELECAM, le Conseil constitutionnel. ELECAM n'a jamais publié la liste électorale nationale, voilà, c'est pas un problème? C'est là la critique, au niveau du respect des textes. ELECAM est censé être indépendant, donc il doit respecter le code électoral dont ils ont l'obligation de respecter. Parce que l'article 80 est très clair. Ils doivent, je ne sais même pas de quoi ils ont peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur.
publier la liste nationale des électeurs. Ce n'est pas la liste partielle des antennes électorales. Non, c'est la liste nationale. Justement pour voir s'il y a des doublons, des décédés sur le plan national. Pas que les mêmes noms reviennent à Banganté, à Bafia, à Figuil, à Yaoundé. Donc, ça ne coûte rien, je ne vois pas où est le problème. Et par ailleurs, je pense qu'effectivement, la critique doit se porter sur ces institutions-là et ceux qui les incarnent, effectivement. Et je critique tous les jours, effectivement, il faut publier. Vous critiquez, mais vous croyez pouvoir être président de la République avec elle? Oui, vous savez que si je me mure derrière le fait que tout est foutu, tout est répressif, que tout est verrouillé, je ne ferai jamais rien de ma vie. Dans la vie, il faut oser. Il faut oser sur une base quand même objective. Je pense que les Camerounais sont là, ils regardent. Et puis l'histoire, vous ne la maîtrisez pas toujours. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Peut-être que subitement, ces gens auront une prise de conscience, vont démissionner, vont dénoncer leurs propres fonctions. Vous n'en savez rien. Et puis moi, je mets aussi Dieu dedans. Je ne sais pas comment Dieu, par quels moyens Dieu entre dans un pays, comment il intervient aussi. Il peut faire des hommes leurs propres juges. Et souvent, vous êtes parfois plus intransigeants, plus tranchants que ceux qui vous jugent. Et parfois plus exigeants contre vous-même. Je vous pose deux questions sur votre avenir. Vous devenez président de la République. Qu'est-ce que vous faites parce que le Cameroun va très mal, l'éducation de base est bafouée, les mœurs sont à la poubelle, plus rien ne va. Qu'est-ce que vous faites pour redresser les Camerounais? Excusez de l'expression. La première mesure que je prends, c'est d'abord la couverture maladie universelle. Ensuite? Beaucoup meurent dans les hôpitaux, faute de moyens. Parfois, c'est des ordonnances de 20 000 francs qui n'ont pas. J'ai vu des gens mourir à la cantine, faute de 20 000 francs CFA. La vie n'a pas de prix. Première chose. L'État doit donc s'investir dans la couverture maladie. Dans les premières années de mon magistère, la couverture maladie pour tous les Camerounais, sans exclusion, qu'on soit chômeur, travailleur, bayam selam, indépendant, peu importe. Deuxième, l'éducation. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer non seulement un pays, mais d'abord la mentalité. Si on veut changer le monde, changer notre pays, changeons d'abord notre manière de penser. Est-ce que vous aimez votre pays? Qu'est-ce que vous faites avec le poste qu'on vous a confié? Quand vous trichez derrière, vous croyez que vous faites du bien à qui? Du mal à qui? L'éducation. Il y a des pays où les gens sont conscients quand ils travaillent. Même en privé, dans les postes privés, faites votre travail, vous êtes un journaliste émérite, vous avez une conscience professionnelle. Vous serez peut-être demain un Camerounais qui a besoin d'un service d'un autre Camerounais. Aujourd'hui, vous êtes à votre place, donc vous êtes dans un système de service public. Vous devez le faire en conscience. Demain aussi, vous êtes consommateur de service public. Donc, il faut éduquer, réformer les mentalités, créer le nouveau Camerounais, dans sa tête d'abord. Parce que si vous donnez un milliard à quelqu'un, mais si cette personne est pourrie dans sa tête, mais elle va se faire du mal avec. Donc, l'éducation, c'est très important. Ça passe d'abord par la réappropriation de notre éducation africaine, à partir de la maternelle. Leur apprendre qu'ils sont d'abord Camerounais. La tribu, c'est un fait de l'histoire. Ça ne vous apporte rien, la tribu. Le Cameroun vous donne tout. Les routes, les hôpitaux, en tout cas, essentiels. Les routes, les hôpitaux, les bonnes écoles, les bonnes universités et un passeport. Il n'y a pas de passeport Bassa, Sawa, Bamileke, nordiste, je ne sais quoi. Il y a un passeport camerounais. Je suis fier de mon pays, mais je ne suis pas content de la gouvernance de mon pays. Il faut donc travailler sur le fond pour que les choses changent. C'est pour ça que je fais mes propositions. J'ai un projet de société que vous venez de résumer. Donc je pense qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur l'éducation. Comme chez les journalistes qui sont maltraités partout. Des mauvais salaires, des mauvais traitements, pas de contrat de travail, des salaires de catéchistes. Comment voulez-vous qu'ils prestent de manière convenable s'ils ne sont pas reconnus financièrement dans leur travail? Ce n'est pas possible. L'État doit intervenir, y compris même donner des subventions à ces journalistes, ces télévisions-là, et puis sanctionner les filous. Il y a beaucoup de chefs de télévision filous qui ne payent pas leurs salariés, qui les maltraitent, qui les prennent de haut, alors qu'ils produisent chaque soir aux 20h, ils produisent le matin au matinal, etc. et font de belles émissions. Imaginez-vous un instant que ces journalistes-là étaient payés à leur juste mesure, à leur juste valeur. On aurait des belles télévisions. Le journaliste, c'est qui? C'est l'historien de l'instant. Il nous rapporte des faits et il commente, il nous éclaire.
Mais pourquoi est-ce qu'on méprise... Il a aussi un rôle d'éducation. Un rôle d'éducation. Et l'État devrait donc sanctionner les comportements de filous. Les salaires qui ne sont pas payés, ça endommage le métier de journaliste. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les journalistes gombistes, excusez-moi du mot. Et ça déprécie la valeur du métier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'État devrait voir cela et sanctionner, obliger les promoteurs de chaînes de télévision à payer convenablement les journalistes et même à imposer un SMIC. Moi, demain, je suis président de la République, j'impose un SMIC dans les médias qui serait d'au moins 250 000 francs. Minimum. C'est les gens qui bossent. Minimum pour journalistes, 250 000. Du secteur médiatique. 250 000. C'est les gens que j'ai vu bosser. Ils n'ont pas le temps pour eux. Ils n'ont pas d'horaire. Ils bossent jusqu'à minuit parfois. Ils font des salles de rédaction. Ils sont là pendant que vous faites vos balades. Ils sont là, ils travaillent. On les méprise à la fin. Et tout l'argent des annonceurs va dans les poches du promoteur. Est-ce que c'est normal? Non, il faut arrêter avec ça. Donc, avec à part, tout change. Dans le sens que moi, si les Camerounais me font confiance, ceci va s'arrêter. Dans les 3 premiers mois, les 100 premiers jours de mon magistère, tout ceci va s'arrêter. On aura des salaires à la hauteur du métier que vous faites. Tout simplement, vous produisez beaucoup, on doit vous payer beaucoup. Et donc, je reviens sur l'éducation nationale. C'est la base de toute chose. Un enfant, un arbre, vous le plantez oblique, il grandit oblique. Vous le plantez droit, il grandit droit. Donc, il faut défendre l'éducation camerounaise, à l'africaine, et pas les livres qui nous sont importés de France, je ne sais où. Il faut arrêter avec ça. Nous ne sommes plus une république bananière. On devrait le comprendre et donc nous réapproprier notre destin d'Africains nous-mêmes. Célestin Djamène n'est pas élu président de la République à partir de 2026. Qu'est-ce qu'il fait avec APAR? Ce n'est pas la fin du monde. C'est tout à fait démocratique qu'on soit élu, qu'on soit battu. Et si je suis battu, je reviendrai à la charge naturellement. La politique, c'est d'abord la persévérance. Dans la vie, il y a la foi, le désir et la persévérance. Ne renoncez jamais à ce que vous croyez être un combat légitime. Ne renoncez jamais. Souvent, c'est au moment même où vous abandonnez que certains chanceux viennent continuer votre travail et ramassent le gros lot. Donc, moi, je dis ceci. L'échec n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fatalité. L'échec, parfois, peut être le prélude d'un grand succès. En tout cas, moi, je roule pour mon pays. C'est l'amour et la passion du Cameroun qui me conduisent. Vous comprenez? Bien entendu, vous l'avez souligné, 2026, c'est les élections législatives et municipales. APA sera évidemment présent d'abord parce que nous sommes républicains. L'article 3 de la Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Nous avons l'obligation d'être dans des compétitions politiques. Demain, s'il y a une décantation, une prise de conscience de ceux qui organisent les élections, eh bien, APA aura la place qu'il méritera. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la discussion, dans le microcosme médiatique ou dans le macrocosme politique national, on ne peut pas citer 10 partis sans citer APA. C'est la preuve qu'après 4 ans seulement, nous sommes déjà à un niveau exceptionnel. Nous sommes installés dans la Damawa. Nous sommes installés à l'ouest. Paul Valéry Nana, Madame Zenabou, en gars on dirait. Nous avons également le Vouri, Monsieur Lissom. Nous avons le Foundi. Voici ici Giscard, mon collaborateur départemental du Vouri. Nous sommes dans l'Est, Monsieur Yannick. Donc, sur cette région, en zone de non-conflit, nous sommes installés dans 5 régions. Dans 5 régions. Sur 7. Il y a 10 régions au Cameroun, mais quand vous regardez le Nozo, ils sont encore en conflit, un peu dangereux, c'est pas évident de déployer un parti là-bas. L'Extrême Nord, oui, ça va, ça vient, c'est pas encore calme comme on le voudrait. Donc, sur les 7 régions qui restent, qui ne sont pas en conflit, nous sommes dans 5 régions présents, et après 4 ans seulement. Et après 4 ans seulement, vous avez quand même déjà eu à voir votre régional de l'extrême nord démissionner. Dans nos sources, il y a ce problème de coordination nationale. Je n'ai pas cité l'extrême nord, je n'ai pas cité, justement. Il y a de l'Adamawa. Non, justement, voilà. Je n'ai pas cité l'extrême nord. Il y a donc, vous avez déjà... Voilà, vous avez donc déjà perdu un régional qui a démissionné pour rejoindre un autre parti. Vous avez également perdu un départemental qui a rejoint un autre parti. Et puis, ce problème de coordination, quand même, votre coordination nationale qui fait l'objet de moult critiques, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui fragilisent l'alliance? Les critiques sont tout à fait naturelles et même souvent utiles
mais il faut qu'elle soit objective. Souvent, il y a des ennemis qui se cachent derrière pour lancer des pics dans le but simplement de dénigrer le parti à part. Et ça démontre qu'effectivement, on ne peut jeter l'arbre. Il y a une vitalité. Oui, effectivement, sinon elle ne tirerait pas sur nous. Le coordonnateur national travaille extrêmement bien, il fait un boulot très appréciable, mais je ne vois pas les motifs qui consistent à lui jeter la pierre. Qu'on le fasse de manière objective, pragmatique, concrète, avec des arguments à l'appui, je veux bien, moi-même je peux les examiner, mais là il n'en est rien. C'est les gens qui sont jaloux précisément de notre succès, qui veulent nous rabaisser, qui veulent nous dénigrer, mais ils ne vont pas y parvenir. Il y a des gens qui rêvent d'être installés chefs de cellule ou d'unité et qui estiment que ce n'est pas toujours le cas à cause d'une mauvaise coordination. Il y a des gens qui, les jeunes sont démobilisés, ils pensent que la politique camerounaise ne mène pas grand-chose, parce que peut-être pendant 30 ans, les dirigeants politiques des partis différents les ont un peu déçus, ils ont eu des comportements qui laissaient à désirer, ils ont pensé que le fait de voter avec le même vainqueur n'était pas nécessaire dans leur compréhension pour penser qu'un jour ça changerait. Donc ils se sont dit que le vote sert à quoi? Donc du coup, ils s'éloignent un peu des partis politiques. Donc c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux jeunes qui prennent quand même le courage d'adhérer dans des partis politiques. Je leur tire mon chapeau. Au passage, je tire mon chapeau aux militants de APAR, qui malgré le contexte de démobilisation, d'intimidation, parviennent quand même encore à croire qu'un pays peut changer par des hommes intègres, des hommes politiques qui pensent encore à l'éthique et à l'avenir du pays. Mais je comprends très bien qu'il y ait des critiques, hein, c'est tout à fait normal. Chez moi, mes enfants me critiquent parfois, c'est normal, vos femmes vous critiquent, mais ça, c'est des critiques qui vous font prendre conscience qu'il y a des choses à améliorer, comprenez? Mais il ne faut pas rejeter aujourd'hui, c'est combien de militants environ dans les 5 Non, régions? ça, c'est pas utile. Arrêtez de poser des questions qui n'ont pas de finalité. Ce qui est important, quand vous partez dans un village, une ville, c'est de faire passer votre message. N'est pas compter combien ont reçu le message ou combien ont adhéré à votre message. Ce n'est pas ça le plus important. Donc pour vous, l'idéologie compte un peu plus. Le plus important, c'est de semer. Et le jour, pour vérifier la récolte, c'est le jour des élections. Votre résultat traduit le nombre de personnes qui ont adhéré à votre message. Ça sert à quoi de prendre son cahier, de faire des comptes d'épicier, de dire « Ah, j'ai eu 2 militants ». Mais si vous avez 2 militants et puis le jour J, ils ne votent pas ou ils ne votent pas à aller voter, ça vous aurait servi à quoi 2 militants ou 100 militants ou 1 million de militants? Ça ne sert à rien. Ou de faire des meetings de 1 million de personnes et puis le jour J, il y a peut-être 500 qui votent. Ça ne sert à rien. Donc le plus important, c'est de savoir qu'on a fait l'effort de passer son message, de transmettre des valeurs, et le jour de la récolte, vous saurez, sinon, si les larmes vont couler. Nous tendons vers la fin de cette émission. L'élection présidentielle, c'est beaucoup d'argent pour la campagne, pour le déploiement, pour répandre l'idéologie de part et d'autre. Est-ce que APA a les moyens de sa politique aujourd'hui? Je suis candidat, investi par APA, comme d'autres candidats au monde, qui font appel à l'épargne, à la collecte publique. Vous me citerez un seul candidat dans le monde qui n'a pas fait appel au fonds public pour sa campagne, vous tirerez mon chapeau. Donc, en vérité, une campagne électorale, qui plus est présidentielle, demande beaucoup de moyens financiers. Ça ne peut jamais sortir, je vous mets au défi, de la poche d'un candidat. Même aux États-Unis, ils ont recours au fundraising. Tous les candidats. Bon, bien sûr, comme je suis devenu le moins cher des autres, certains individus, ils croient pouvoir profiter pour dire qu'il n'a pas les moyens. Mais une élection présidentielle, vous savez ce que ça veut dire? C'est parfois, ça dépasse le milliard. Parfois. Imaginez, même Macky Sall est parti aux États-Unis, à Boston, lever 2 milliards à l'époque, en 2012. Donc c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Donc naturellement. Vous avez aujourd'hui l'étoffe pour mobiliser ces milliards? Ben, j'ai toujours l'étoffe, puisque j'ai envie. J'aime mes concitoyens et j'aime ce que je fais. La politique est devenue un métier, dans le sens où il y a des enjeux tellement élevés. C'est une question de définir l'avenir d'une nation. Comprenez? C'est ça la politique. Donc on doit s'investir corps et âme à 100%. Et pour la présidentielle, il y a bien sûr besoin de ressources humaines pour battre campagne. Il faut des cartes podium, il faut des majorettes pour distribuer les prospectus. Il faut faire passer les messages, il faut mettre en place un secrétariat permanent pour répondre aux questions. Il faut plein de choses, il faut beaucoup d'argent dont les citoyens le comprennent. Et ils font des contributions financières pour permettre aux candidats
pour lequel ils ont un peu de la sympathie par rapport à ces idées, de pouvoir évoluer. Ça se passe comme ça partout. M. Sarkozy, M. Mitterrand, M. Barack Obama, tout le monde l'a fait. Même Donald Trump, pourtant il est milliardaire. Et donc, vous comptez sur votre électorat et sur tous ceux qui partagent votre idéologie pour pouvoir vous accompagner. C'est d'abord, je précise, de l'appel au fonds public et bien sûr la contribution du candidat. Ça veut dire que c'est une harmonisation entre ce que le peuple, en général c'est la plus grosse partie, peut contribuer et bien sûr ce qu'on peut avoir dans son entourage direct ou par vous-même. Mais il faut un mélange de tout ça pour faire le budget de campagne. Célestin Djamène, dernière question. Lorsque vous dormez, quel est le rêve que vous avez du Cameroun de 2026 et au-delà? Je rêve d'un Cameroun debout, un Cameroun qui sera le premier État africain à prendre la présidence des États-Unis d'Afrique. J'ai lu Kwame Nkrumah depuis au moins 15 ans. Africa must unite. Pour voir bien le mot must, c'est une contrainte. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Vous voyez l'Union Schengen, l'Union Européenne, ils ont compris qu'il fallait une monnaie. Et demain peut-être, ils vont avoir une constitution dont l'Europe deviendra un pays. Et nous ici on parle de fédéralisme communautaire. Des conneries comme ça. Wandji est un voleur, est un bandit, Ounyobe est un salaud. Donc on regresse. Alors que déjà, 54 pays d'Afrique, c'est trop. C'est trop. Et les Européens, les Occidentaux en général, s'en réjouissent. Parce que plus nous sommes segmentés, nous sommes divisés, plus ça leur profite. Donc moi je pense que le Cameroun, demain, l'Afrique, c'est notre avenir, même si le Cameroun, c'est notre patrie. Moi je rêve d'un Cameroun où un de ses ressortissants sera le premier président des États-Unis d'Afrique. Je me battrai pour ça. Je ne suis pas un africaniste. Je crois en l'avenir de l'Afrique. Et c'est aussi l'une des choses fortes qui me motive à faire de la politique. Je crois qu'on nous a volé notre Afrique à travers la conférence de Berlin de 1884. On a divisé l'Afrique en Europe sans nos avis. Il est maintenant question de réparer, n'est-ce pas, ce mal qui nous a été fait et de penser à un espace beaucoup plus grand qui est l'Afrique qui se retrouve. Donc je continue de penser que voilà mon vrai rêve. Et bien sûr, pour y arriver, il faut que le Cameroun donne l'exemple, montre l'exemple, qu'on soit un pays fort, debout. On a le deuxième potentiel énergétique d'Afrique, le 18e du monde, selon les chiffres de la BAD. Nous, Camerounais, nous avons aujourd'hui l'uranium. Nous sommes l'un des rares, avec le Niger, à en posséder en Afrique. Nous avons le cuivre, le cobalt, le manganèse, le fer, le pétrole, qui est en déclin, mais il y a aussi les énergies solaires et éoliennes qu'on peut renouveler. Donc, on a des potentialités. On a des ingénieurs partout dans le monde. On va les faire revenir. On va leur parler de leur pays. Ils vont revenir sous mon magistère. Ils vont travailler pour leur pays. Et le Cameroun deviendra l'Eldorado de l'Afrique. Nous serons la première puissance africaine. Et avec cette position-là, on va contraindre, ou bien convaincre plutôt, nos frères africains de créer ce que j'appellerais les États-Unis d'Afrique. Et c'est possible. Imaginez en 1776, ça fait déjà 300 ans aujourd'hui, les Britanniques d'Amérique ont dit à la reine Victoria, c'était terminé la colonisation. Nous sommes maintenant les Américains. C'était 7 colonies, avec 4 personnes au départ, qui ont lancé, alors qu'ils encouraient la peine de mort, la pendaison. Ils ont pris le courage pour dire que maintenant c'est terminé, Madame la reine, nous sommes devenus des Américains. Eh bien nous, j'ai envie de dire à mes concitoyens que votez pour APA, votez pour Célestin Djamène comme candidat, et le Cameroun sera debout. On fera une entrée spectaculaire dans l'AES, qui est un embryon de l'Afrique de demain. Parce que le Cameroun a une partie sahélienne, le nord du Cameroun, comprenez? Donc, c'est une raison même géographique d'adhérer à l'AES. Donc, je considère que pour moi, on ne peut pas rester simplement confiné dans le petit Cameroun que nous sommes. Il faut donc combattre les velléités communautaristes, et c'est pour ça que je combats le communautarisme des tribalistes de toutes les origines, de toutes les tribus. Il faut les combattre jusqu'à la dernière goutte, parce qu'on veut un Cameroun déjà consolidé, et ensuite une Afrique ouverte, une Afrique leader dans le monde. Nous sommes à 1,5 milliard habitants en Afrique. En 2050, on sera 2,5 milliard habitants, dont la population la plus grande de la planète. Donc on va attirer des gens. Il faut des gens conquérants. Il faut qu'on conquiert les marchés.
On ne peut pas conquérir un marché dans le tribalisme, dans les communautés. Qu'est-ce que votre communauté vous apporte? Rien du tout. Hein, mes parents sont parentés, ils ne m'apportent rien du tout. Pas mes parents, mais ma tribu. Mon passeport est camerounais, ma réputation est camerounaise, mes actions que je menais sont au nom du Cameroun, etc., etc. Donc, le Cameroun d'abord, l'Afrique ensuite. On veut élargir. Donc, c'est pour ça que dans nos échanges en off, je vous parlais même de la réforme pénale. Il faut réprimer l'apologie à la haine tribale de manière très forte. C'est déjà réprimé? Non, c'est pas appliqué. C'est pas appliqué. C'est du laxisme partout. C'est comme si on voulait se donner une espèce d'apparence démocratique en faisant des lois qu'on n'applique pas. Donc vous mettrez l'accent sur la répression. Il faut appliquer, il faut réprimer ceux qui ont un discours tribal. Ça n'est pas acceptable. Le Cameroun est une nation qui a besoin de se consolider. La nation est fragile. On n'est pas un État-nation comme l'Allemagne ou comme la Norvège. On est un État-nation, on est une nation qui a subi des coups-boutoirs de la colonisation. On a une disparité de populations, de cultures différentes. On est le continent, bref. Mais on a le courage, justement, de profiter de nos diversités pour en faire une richesse et de construire un grand pays, une grande nation. Beaucoup sont morts pour ça. Et nous continuons ce combat-là. Donc, tous ceux qui veulent se mettre en travers de la République, de la construction de la patrie, seront mes ennemis. Parce qu'après ça, il faudrait construire l'Afrique. L'Afrique debout. Et c'est ça mon combat, c'est rien d'autre. Nous sommes tout petits dans la vie, mais il faudrait qu'en quittant cette terre, que nous laissions quand même un héritage pour nos générations futures, pour nos enfants. Célestin Djamène, bonne chance. Merci infiniment. Et une fois élu président de la République, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Vous accepterez nos interviews pour faire le bilan, pour projeter davantage? Mais naturellement, je ne serai pas un président momie. Je serai un président toujours actif. Si Dieu m'en accorde la santé, naturellement, j'irai vers toutes les catégories sociales qui crient leur douleur. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays sans écouter ses enfants. On ne peut pas diriger un pays sans entendre les cris de souffrance de ces corporations, que ce soit la presse, que ce soit les pétroliers. Tous les corps de métier. Tous les corps de métier. Il est important parce qu'il constitue le tissu social. Paul Biya gouverne pourtant depuis 43 ans, il entend les cris. Et vous en savez quelque chose. Quel est le bilan aujourd'hui? Quel est le bilan aujourd'hui? Bonne chance pour votre candidature à la présidentielle. Merci et surtout, infiniment. Bon retour sur Douala puisque vous êtes parti de la cité économique pour répondre à notre invitation à Yaoundé. Et je vous remercie bon pour retour à vous et surtout, bonne chance pour votre candidature. Je vous remercie pour l'invitation et bonne continuité à Naya TV qui fait ses efforts pour parler aux Camerounais, pour recevoir les invités qui présentent leur programme. Et j'encourage des gens comme vous à continuer à y croire, même si ce n'est pas évident tous les jours. Mais je pense que l'histoire retient et vous inspirez aussi d'autres. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous inspirez beaucoup de petits frères ou de petites sœurs derrière. Donc c'est aussi ça votre mérite. Vous êtes parti membre de ce maillon de l'histoire. En étant un journaliste historien de l'instant ou du présent, vous contribuez à édifier les esprits, à édifier les âmes. Et demain, sait-on jamais, cette corporation des journalistes va peut-être créer une ambiance qui va faire que même les dirigeants prendront conscience que non, le moment est venu, grâce aux critiques que vous ouvrez tous les jours, d'évoluer vers un Cameroun meilleur. C'était Célestin Djamène sur Naya TV, sans tabou. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien et à très bientôt. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, campagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat,
la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.